démarrer notre saison avec un invité de marque, un invité que nous attendions depuis longtemps, qui est inutile de présenter dans cette salle. Je crois que nous attendons tous, et l'influence d'ailleurs de ce soir montre à quel point nous vous attendions. Et nous avons le plaisir d'avoir pour interroger ce soir Étienne Journet, qui est le directeur du Point. Alors sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Si vous voulez nous asseoir, et on attaque. Je suis très honoré d'avoir été convié à animer cette conversation avec mon ami Bernard, avec qui je travaille en amitié et fidélité déjà depuis des années, mais ça a commencé avant que j'arrive au Point, parce que Bernard, ça fait 25 ans qu'il fait son bloc-notes dans le Point. Moi, ça fait que 16 ans que j'y suis, donc l'aîné, c'est lui. Je suis très fier et très honoré de faire ça. Je vais voir, on va voir comment je m'en tire. Bernard, par contre, il commence. C'est moi qui choisis. Alors, c'est moi qui choisis. Si on se trouve, et si on se trouvait il y a un an, il y a un an pile, on sortait du Brexit, Trump montait, tout le monde se disait à qui tout, les Américains, les Autrichiens, les Néerlandais, les Français. Tout le monde disait Le Pen, le deuxième tour c'est sûr, et après. Voilà. Aujourd'hui, on a le sentiment que les choses changent. Les Britanniques commencent à se rendre compte que le Brexit, c'est pas un chemin pavé de pétales de rose. Trump, on ne peut pas dire que ce soit une brillante réussite. En France, Le Pen n'a pas gagné, Macron a gagné. Les populistes de l'extrême droite n'ont pas gagné non plus aux Pays-Bas ou en Autriche. Est-ce que le combat a changé d'âme? Oui, on la sent. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux aussi d'être là. Et mon cher Francis, vous m'avez attendu, mais c'est vrai que c'est un concours de circonstances. Parce que ça fait longtemps que je souhaite honorer ce rendez-vous, et ça s'est toujours mal goupillé, parce que je suis peu à Paris, que j'ai consacré un peu de temps ces 2 dernières années dans des territoires un peu lointains, comme ça nous a pas échappé, à aller me renseigner sur au plus près du buffle de la bête de Daesh, et donc voilà, donc ça ne s'est pas trouvé, et je suis vraiment heureux que le rendez-vous soit possible aujourd'hui, et très heureux aussi de cette conversation avec Étienne Journet. Voilà, je vous disais tout à l'heure, je ne croyais pas, que je le dirai en public. C'est vrai que dans un journal, c'est comme ça. Il y a une espèce de loi symbolique qui fait qu'on écrit toujours un peu sous l'œil de son directeur. Alors il a beau dire, non mais c'est faux. C'est absolument ce qu'il veut depuis toujours. Ça ne changera pas. Oui, j'écris ce que je veux. En plus, l'œil du directeur est libre et libéral. L'œil du directeur est libéral. Alors, est-ce que le climat a changé? Oui, je crois. Ce qui se passe depuis quelque temps, c'est d'abord en Angleterre un commencement de victoire de la vérité. Ça a l'air bien dit comme ça, mais c'est tout de même ce qui est en train de se passer. Pendant la campagne du Brexit, les partisans du Brexit ont dit à peu près n'importe quoi, et le critère de vérité était un critère absolument absent des débats. Le critère de vérité revient. D'ailleurs, le lendemain du vote, où Neil Farage a convenu de manière tout à fait benoîte devant une journaliste de télévision qu'en effet, il avait dit n'importe quoi lorsqu'il matraquait de chaîne de télévision en chaîne de télévision que l'Europe obligeait Londres à payer je ne sais combien de millions, 285 millions de dollars par semaine. Bien, donc la vérité fait retour. Ce qui se passe en Amérique, c'est que la démocratie américaine témoigne d'une vitalité extraordinaire. L'événement s'est étreint il y a 6 mois. L'événement aujourd'hui, c'est la vitalité de la démocratie américaine. Quand on regarde bien, les tribunaux américains ont refusé le Muslim ban, la
l'interdiction de territoire à des hommes et des femmes venant de pays à majorité musulmane, ont empêché le démantèlement de l'Obamacare, et ainsi de suite. Et l'ouragan Harvey a flanqué une gifle colossale pour tout arranger à M. Trump au Texas. Donc, victoire de la démocratie aux États-Unis. Et en France, en effet, la France était probablement le terrain le plus difficile, parce que contrairement aux autres pays que vous citez, cher Étienne, où il y a un populisme de droite ou un populisme de gauche, la France avait la double peine, ou le double privilège, elle avait les deux. Et il y avait un moment où les bookmakers anglais et les investisseurs américains voyaient venir un deuxième tour, Le Pen, Mélenchon. Il y a quand même eu ça, il y a un an. C'est pas passé très loin. C'est pas passé très loin. Donc il y a eu, en France, victoire, un peu de la vérité, un peu des institutions qui ont montré leur qualité, et puis d'un personnage qui s'appelle Emmanuel Macron et qui a réussi cette performance assez extraordinaire, qu'on en puisse dire aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire de sa politique, de faire mordre la poussière à ces deux populismes. Donc, en effet, le climat a changé, le fond de l'air était rouge-brun il y a un an dans l'Europe contemporaine, en particulier en France, il l'est nettement moins aujourd'hui, même si le danger est loin d'être écarté. Alors, justement, parce que on voit bien là, la famille Le Pen a subi quelques revers, quoique ils ont déjà subi par le passé, ils sont revenus après. Ce qui est très frappant, c'est de voir la prédominance dans le débat public français, l'importance prise par ce qu'on appelle ceux qui se sont autoproclamés insoumis. Et alors, je voudrais vous faire réagir à ce que j'ai entendu, j'ai regardé ça sur Facebook, à la fête de l'humanité ce week-end, où François Ruffin a parlé à propos du PDG de Whirlpool de brûler le château, sa maison, en disant qu'il y avait ces PDG ou actionnaires parfois lointains, parfois invisibles, mais qui licencient, et qu'il fallait recréer un eux et un nous, brûler le château quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui subsiste d'une violence extrême dans une gauche aux apparences assez cool, assez télégénique, mais qui reste quand même dur, très très dur? D'abord, on les appelle les insoumis, hein, c'est ça, Ruffin et les autres. Bien, moi j'observe une chose, pardon, mais quand on regarde la carte, la map monde d'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une insoumission réelle, ces messieurs, Ruffin et ses camarades, et son patron Mélenchon, prennent systématiquement le parti des dictateurs contre les insoumis. Pas un. En Russie, vous avez une insoumission menée par M. Navalny et autrefois Boris Nemtsov, ils prennent parti pour Poutine. En Chine, vous avez une insoumission en particulier menée par le peuple tibétain, on prend parti pour les Chinois. En Ukraine, il y a une insoumission au nom des valeurs de l'Europe menée contre l'impérialisme russe, on prend parti pour les Russes. Au Venezuela, il y a une insoumission contre l'arrivée d'une assemblée déconstituante qui est là pour déconstituer la démocratie. On prend le parti de Maduro, et ainsi de suite. On peut faire la liste, c'est des insoumis bizarres. Hein. Chaque fois qu'il y a à prendre parti pour une insoumission réelle, ils prennent le mauvais parti. Et vraiment, réfléchissez-y, c'est la règle de ce parti étrange. Sans parler des bords à bord tout de même très étranges dans la rhétorique des insoumis, avec la rhétorique des insoumis d'extrême droite. La haine des riches. Oui, la haine des riches, la haine du libéralisme et de la finance, l'obsession complotiste,
je me rappelle le jour du grand débat entre tous les candidats à la présidentielle, les opinements de Bonnet, de Mélenchon, quand Madame Le Pen attaquait l'OTAN, et la dictature de l'OTAN, et ainsi de suite. Et puis enfin, la violence, c'est vrai, alors heureusement, je crois que c'est quand même des révolutionnaires en peau de lapin. Je crois que c'est tout de même des révolutionnaires kitsch, et que le PDG de l'entreprise en question n'a pas trop de souci à se faire. Mais enfin, quand même, appeler à brûler le château, c'est une violence extraordinaire. Et puis alors, recréer un eux et un nous, pardon, mais c'est la lutte des classes pour les nuls. C'est le degré zéro de la lutte des classes. La lutte des classes, je n'ai rien contre, je crois en effet qu'il y a quelque chose qui se joue dans une société entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont moins. Je crois qu'il y a, on le sait depuis bien avant Marx, on le sait depuis Machiavel. Machiavel disait que les sociétés modernes, c'est-à-dire celles de son temps, Florence et les autres cités-États italiennes, étaient l'objet d'un affrontement radical entre ceux qui ont le souci de dominer et ceux qui ont le désir de ne pas l'être. Mais ce n'est pas eux et nous, c'est des choses, c'est des mécanismes, c'est des affrontements politiques infiniment plus complexes. Donc, une espèce de violence hystérisée, une lecture de la lutte des classes et des affrontements politiques réduite à son degré zéro, et puis le parti pris des dictateurs contre les insoumis, chaque fois que le choix se pose en termes réels, c'est-à-dire quand la vie et la mort des hommes se jouent. Voilà, les gens, le véritable portrait. Si on est honnête, sans esprit polémique, je crois, de ces gens de la France dite insoumise. Il n'y a pas aussi une espèce d'émission intellectuelle d'une partie de cette gauche-là, c'est-à-dire qu'on a remplacé Marx et Lénine par Frédéric Lordon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on voit que les trotskistes d'autrefois étaient très armés intellectuellement, et que les trotskistes d'aujourd'hui le sont beaucoup moins. Oui, il y a de ça, et en effet, c'est d'ailleurs presque touchant, parfois, quand on connaît un peu certains de ces acteurs. Je pense à quelqu'un comme Mélenchon, que je croise, que je connais un tout petit peu depuis 40 ans, avec qui j'ai fait, à l'époque de la naissance des SOS Racisme, on a dû partager des tribunes. On a fait il y a quelques années un débat pour un magazine qui n'était pas le vôtre, qui était Technica. Je connais un peu ces gens. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez puéril d'ailleurs, parce qu'ils en sont conscients. Ils sont conscients qu'il y a eu une espèce des riches heures du grand-duché gauchiste français. Il y a eu des riches heures de l'extrême gauche européenne. Et ils savent qu'ils en sont les très lointains et très pâles épigons, et ils en sont malades. Et un exemple de ça, très concret, Marx remplacé par Frédéric Lordon. Oui, enfin, c'est pas gentil. Oui, sauf que Lordon, c'est presque à dire d'ailleurs. C'est un esprit délié, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, l'internationalisme remplacé par le souverainisme. Ça veut dire la dialectique remplacée par le dégagisme. Ça veut dire voilà, c'est ce genre de glissement et d'affaissement conceptuel auquel on assiste. Et c'est ça que je trouve presque le plus triste. Ça veut dire la lutte de classe, ça veut dire le matérialisme historique remplacé par le conspirationnisme. Voilà un exemple. Toute cette gauche de la gauche, cette France dite insoumise, leur matrice idéologique aujourd'hui, leur clé, leur couteau suisse permettant de comprendre le monde, c'est le conspirationnisme. Et celui que vous citez d'ailleurs, publié récemment. Eh bien, on a le plaisir d'avoir la visite
je viens pour la soirée de Sciences Po. Et on m'a dit que vous étiez là. Et quand on m'a dit que vous étiez là, j'ai posé la question de savoir si je pouvais autoriser la descente pour saluer, pour vous dire à quel point vous me manquiez. Excellente conférence. Je ne vais pas être plus long, je suis simplement venu vous dire un témoignage de fidélité et d'amitié. Voilà, la misère de cette extrême gauche, elle se résume à ça. De la dialectique au dégagisme, du matérialisme historique au conspirationnisme, considéré comme une explication des choses et comme une vision du monde. Cela est très inquiétant, mais c'est aussi, pour quelqu'un qui a un peu le souci des idées, ce qui est mon cas, c'est aussi navrant. C'est assez triste. Et c'est vrai que l'extrême gauche, d'autrefois, quoi qu'on en ait pensé, avait une autre allure, cette espèce de clonage binaire. Si vous permettez, cette extrême gauche d'autrefois, qui avait une si belle allure, ne faisait pas les scores de Félix Antoine. Donc elle est quand même séductrice, cette extrême gauche que nous avons aujourd'hui. L'extrême gauche d'autrefois, elle était aristocratique, premièrement. Deuxièmement, elle avait un deuxième handicap, c'est qu'elle refusait la tentation du terrorisme et de la violence. Je vous rappelle que le principal des groupes d'extrême gauche de mon époque, qui s'appelait la gauche prolétarienne, a décidé de se saborder le au lendemain du massacre des athlètes israéliens de Munich. Et troisièmement, elle refusait la tentation de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Je vous rappelle que l'extrême gauche de ce temps-là avait deux figures tutélaires, trois. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et un jeune garçon qui était mon homonyme, qui s'appelait Béni Lévy. Dans les trois cas, trois personnages qui refusaient férocement la tentation de l'antisionisme, fût-il à visage antisioniste, comme cela a commencé en ce temps-là. Ça, les seules distinctions qu'il a acceptées de sa vie, il a refusé le prix Nobel, il a refusé la Légion d'honneur, il a refusé tout ça, il a accepté une distinction israélienne. Michel Foucault, quand l'UNESCO a émis sa déclaration infâme assimilant le sionisme au racisme, il a pris la plume, il a signé une pétition avec 3 ou 4 autres pour dénoncer le scandale, la régression politique, le retour d'un refus des fascistes que cela représentait. Quant à Béni Lévy, je ne veux pas vous faire un dessin, le maoïsme a été pour lui une ruse de son histoire personnelle par laquelle a commencé sa teshuva, son retour. Donc voilà, alors en effet, quand vous êtes aristocrate, quand vous refusez de dire que c'est la faute aux juifs, quand vous refusez le conspirationnisme, vous ne faites pas recette. En revanche, quand vous faites l'inverse, les clichés sont pleins. Et c'est le cas de cette extrême gauche aujourd'hui. C'est l'explication de son bord à bord avec l'extrême droite. C'est l'une des raisons qui font que tout ça marche. Vous parliez de Ruffin tout à l'heure. Regardez, et d'ailleurs c'est un sujet pour le point, si je peux me permettre. Voilà, je m'adresse simplement au directeur. Le journal de ce monsieur Ruffin qui s'appelle Faki. Bien. Je ne veux pas trop en dire ici parce que je n'ai pas les documents, on est filmé, je veux pas. Mais je voudrais qu'on s'intéresse au journal Fakir. Je voudrais qu'on regarde la place dans le journal Fakir des théories conspirationnistes. Je voudrais qu'on y regarde la manière dont certains transfuges de l'extrême droite, de l'extrême gauche et de l'extrême droite sont traités. Étienne Chouard ou d'autres. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans cette mouvance intellectuelle rouge-brune qui, sous couvert d'insoumission, est en train de nous refiler un vraiment très sale brouillard. Sans aller jusqu'à l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais en s'intéressant aux intellectuels français brillants, intelligents,
exemple Régis Debray, Alain Finkielkraut, qui viennent de la gauche, pas tout à fait la même, plutôt internationalistes, pour l'ouverture, se font aujourd'hui des champs des frontières, des libraires divers avec leur manière de penser chacun. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, le fait que nombre d'intellectuels français sont aujourd'hui plutôt dans le camp des frontières, de la défense des frontières? Là, on parle d'autre chose et on parle de deux intellectuels éminemment respectables, l'un et l'autre, Alain Finkielkraut, mon vieux camarade Finkielkraut, et Régis Debray, avec lequel j'ai des désaccords, mais qui sont l'un comme l'autre des personnages avec lesquels le débat est possible et qui sont, les thèses sont tout à fait respectables. Alors, qu'est-ce que m'inspire cette histoire de frontières? Deux choses. D'un, par un point, je les comprends, et par un autre, je diffère. Je comprends en effet que l'on soit saisi d'effroi devant la tentation de la liquéfaction de la société, une espèce de liquidité généralisée, une sorte de triomphe de l'illimité qui semble être parfois la loi du monde moderne. C'est vrai que l'humanité ne peut pas fonctionner sans limite. C'est vrai que ce que les anciens Grecs appelaient l'apeiron, l'infini, l'indéfini, le sans limite, le sans borne, le sans frontière au sens métaphysique du mot, c'est le visage même de l'effroi. L'apeiron, c'était un des noms de l'effroi. Donc ça, je le comprends assez. Et je vois bien comment je conçois, et je suis moi-même saisi du même effroi lorsque je vois cette espèce d'énorme archipel que sont les réseaux sociaux s'étendre, les réseaux dits sociaux, en effet, traverser les frontières, créer des fraternités factices, créer des communautés qui n'en sont pas, et comment, à prétendre communier à l'infini, on finit par ne plus connaître que soi-même, et comment le rêve d'une fraternité universelle peut déboucher sur le narcissisme absolu. Il y a là quelque chose qui est un vrai problème, et qui fait que le souci de la limite, le souci de la borne et le souci de la frontière, en effet, sont tout à fait respectables. Ce que je comprends parfois mal, et j'aimerais mieux qu'ils soient là l'un et l'autre pour en parler avec eux, parce que non, ils me répondraient sûrement que leur idée n'est pas aussi simple que celle-là, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de manières de tracer des frontières. Qu'il y a que limite se dit en plusieurs sens. Et que toutes les frontières, par exemple, ne sont pas des frontières nationales. Qu'il y a des frontières citoyennes. Prenons un exemple. Aujourd'hui, ces jours-ci, je me sens personnellement très mobilisé, très requis par une aspiration nationale qui va se jouer dans les prochains jours, le 25 septembre, qui est l'aspiration nationale des Kurdes. Les Kurdes d'Irak ont organisé un référendum aux grandes dames des nations, aux grandes dames de leurs alliés qui se sont servis d'eux à gogo quand il fallait combattre l'État islamique au Levant, et qui, maintenant que l'État islamique, dans sa forme califat, est vaincu, leur disent au revoir et merci, revenez en deuxième sommet. Et ce qui m'intéresse chez les Kurdes, c'est pas ce qui fait que je me sens à ce point leur frère. C'est pas parce qu'ils aspirent à créer une nation sur une base ethnique à partir d'un stock de morts et même d'une mémoire commune. Ce qui me passionne chez les Kurdes, c'est qu'ils aspirent à créer une communauté politique citoyenne. C'est qu'ils aspirent à échapper à des communautés citoyennes, à des communautés nationales totalitaires, assassines, qui sont semées depuis des décennies, je parle de l'Irak, par les massacres sans nombre, et qu'ils veulent créer un espace à l'intérieur de frontières où
l'on sera protecteur des chrétiens, où l'on sera accueillant aux juifs, où l'on sera soucieux de l'égalité des femmes, et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant chez les Kurdes, enfin, dans le souci d'une frontière chez les Kurdes, c'est que c'est tellement plus une frontière nationale ou ethnique au sens plat du mot, qu'ils n'ont aucune espèce d'état d'âme à laisser hors de leur Kurdistan de demain les trois quarts du peuple kurde, de ce qu'on appelle le peuple kurde depuis un siècle, c'est-à-dire les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Iran et les Kurdes de Turquie. Et pourquoi? Un peu par réel politique, mais aussi parce qu'ils pensent que ce qui les rapproche, par exemple, des Kurdes de Turquie, des Kurdes du PKK, est moins important que ce qui les en sépare. Ce qui les rapproche des Kurdes de Turquie, c'est qu'en effet, ils ont des ancêtres kurdes. Et ce qui les en sépare, c'est que les Kurdes de Turquie n'ont pas vraiment rompu avec le terrorisme, alors qu'eux ont déclaré une guerre totale au terrorisme. Donc, je veux dire par là que ce qui parfois me désole, c'est que ce besoin de la frontière, dont je crois qu'il est un besoin inhérent à la condition des hommes en société, soit si souvent réduit à sa définition nationale, ou ethnique, ou identitaire. Ce qui est passionnant, c'est quand la frontière permet, par exemple, de protéger un peuple. C'est quand la frontière n'empêche pas la Israël, la nation la plus multi-ethnique au monde. Et à l'abri, on est toute frontière. Donc, le vrai partage, c'est pas de frontière ou la frontière, c'est quelle frontière, de quelle nature, ayant quelle relation à la loi des massacres, ayant quel type de rapport à la simplicité identitaire, nouant quelle sorte de lien avec le fantasme identitaire basique et si souvent criminel. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, ce à quoi j'aimerais exhorter, ce à quoi j'exhorte quand je les rencontre, mes camarades qui font le même métier que moi, c'est en effet à problématiser cette question des frontières. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à s'enfermer dans ce débat économique, le cosmopolitisme ouvert où tous les hommes sont frères, ou les frontières nationales des nations claquent à l'intérieur de leur petite oreille. Il y a aussi des frontières qui protègent ceux qui fuient, qui sont menacés par les massacres. Là, c'est la question des initiés. Pourquoi? Parce que les services secrets me disent que dans un hebdomadaire réputé, jeudi prochain sortira un éditorial qui parle des Rohingyas. Et la question, c'est un peu faire deux. On est gênés tous parce qu'on a sanctifié Aung San Suu Kyi. On vous dit que c'est une sorte de fusion entre Dalai Lama et tous les Mères Teresa. Et qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème majeur d'un peuple qui est massacré. Oui, Aung San Suu Kyi, c'est quand même la perte du siècle. C'est avoir été dans une même vie, Mère Teresa et Milosevic. Ou Mandela et Milosevic. C'est quand même gênant. C'est gênant. Voilà. Et c'est tellement triste. Et pour ceux qui, moi compris, longtemps censés, voire parfois sanctifiés, c'est évidemment très extraordinairement décevant. Deuxièmement, la question des Rohingyas, c'est une question qui nous interpelle tous, je crois. C'est la question de cette nouvelle catégorie d'humains, dont une grande intellectuelle juive qui s'appelait Hannah Arendt avait prédit il y a 70 ans qu'ils allaient être l'une des figures, qu'elle allait être cette catégorie, l'une des figures majeures de la modernité, c'est le sans-droit. Hannah Arendt disait, il y a le prolétaire, il y a le travailleur, il y a le citoyen, il y a le réfugié, il y a toute une série de catégories d'humains, et il va y avoir, nous allons voir apparaître en nombre grandissant sur la scène du monde futur une nouvelle catégorie d'êtres humains qui seront des sans-droits. On pourra, disait-elle, proclamer toutes les déclarations des droits de l'homme qu'on voudra, il y a des gens qui passeront au travers du tamis parce que
déclaration des droits de l'homme, c'est des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, ça suppose la nation, ça suppose l'État-nation, il y a des gens qui sont hors ces catégories-là. Nous en savons quelque chose, nous, les Juifs, nous avons connu ce statut de sans-droit, ce statut d'homme nu, ce statut d'apatride dans nos propres pays, à nous, nos pères et nos grands-pères. En effet, les Rohingyas de Birmanie, aujourd'hui, sont la dernière incarnation et qui a, à mon avis, vocation à s'étendre de cette figure du sans-droit. Ça a vocation à s'étendre parce que ça sera probablement l'un des effets de l'éclatement des États-nations. Ça, c'est des grandes affaires du siècle qui commencent, les nations, les empires, les souverainismes ou les supranationalismes. Le problème, cela aura beaucoup de vertus. Moi, je suis partisan de la globalisation économique. Je suis partisan de ce qu'on appelle la mondialisation. Et je sais qu'il y aura des effets collatéraux. Et parmi les effets collatéraux de la mondialisation, il y aura le fait que la Déclaration des droits de l'homme, telle qu'elle figure en préliminaire à la Charte des Nations Unies, telle qu'elle a été formulée pour la première fois dans l'histoire du monde par la France en 1790. Cette Déclaration des droits de l'homme, elle ne s'applique à l'heure qu'il est qu'à des sujets pour autant qu'ils sont distribués en États-nations. Il n'y avait pas de déclaration des droits de l'homme possible à l'époque de Machiavel ou de Dante, quand on pensait que la forme suprême de la liberté pour un homme, c'était l'Empire. La déclaration des droits de l'homme, ça a supposé le triomphe de l'État-nation et sa formalisation par la Révolution française. Donc nous allons entrer dans un temps où les États-nations seront de moins en moins la règle, où par conséquent les vieilles déclarations des droits de l'homme et du citoyen ne s'appliqueront pas toujours, et où on verra se multiplier ces peuples de sans-droit, dont les Rohingyas de Birmanie, lâchés par Madame Aung San Suu Kyi, massacrés, crucifiés, humiliés, chassés comme des bêtes, sont aujourd'hui l'exemple le plus éclatant. Alors je voudrais d'abord faire une petite mise au point. Le fait que Bernard, en avant-première, vous parle de son bloc-notes de Johnny dans le point ne vous dispense pas de l'acheter Johnny. C'est bien clair là-dessus. Alors vous avez parlé du siècle qui vient. Alors dans le livre que vous avez consacré à ça, c'est l'homme du siècle. Tous les sacs qui sont succédés et qui racontent le siècle. Et là, j'ai envie de vous demander un conseil. Le siècle qui commence, pour le comprendre, il faut le dire qui, en dehors du bloc-notes du point. Il faut le dire quoi. Qui, quoi? Il faut lire Zuckerberg, il faut lire Elon Musk, ou au contraire, revenir aux philosophes antiques. Moi je dirais, et ça je vous demande de patienter encore quelques mois avant de peut-être de savoir exactement ce que je veux dire en disant ce que je veux dire. Moi je dirais qu'il faut lire Jérémie Bentham. Jérémie Bentham. Conseil de lire, si vous voulez prendre un peu d'avance, vous en saurez plus dans quelques mois, il disait Jérémie Bentham, ça serait pas mal. Jérémie Bentham, utilitariste anglais de la fin du XVIIIe siècle, un des rares étrangers faits citoyens d'honneur par la Révolution française, comme un Narcissus Cloutz et quelques autres, et qui est probablement l'homme qui a anticipé, écrit par avance, l'univers de l'Internet tel que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'il faut lire ça. Après, qu'est-ce qu'il faut lire pour comprendre le XXIe siècle? Le point en général, ça bien sûr, sur moi aussi. Il faut sans doute lire Michel Foucault. Les dernières leçons de Michel Foucault au Collège de France, les leçons sur la gouvernementalité, les leçons intitulées « Il faut défendre la société », qui sont le testament philosophique et politique de Michel Foucault. Pour probablement relire les textes de Foucault et de quelques autres sur ce qu'il appelait la biopolitique, le passage de l'art politique tel qu'on l'a connu depuis la Révolution française à la biopolitique telle qu'elle est en train de s'organiser aujourd'hui. Biopolitique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait
pour le politique d'aller fouiller jusqu'au fin fond des recoins de nos âmes pour nous gouverner davantage. Ça, c'est vraiment le contrat social contemporain. Il faut dire ça. Et puis, il faut lire, j'ai venu l'écouter ici, et je crois qu'il faut lire son livre. Parce que voilà, on parlait d'insoumission tout à l'heure. Il faut s'intéresser à la question de l'islam. Il faut, même si je ne crois pas une seule seconde, qu'il y ait une menace ou un risque sérieux d'empire islamique venant déborder les terres d'où les démocrates l'ont déjà quitté. Mais enfin, il y a une question de l'islam, évidemment. Il y a un livre que je vous conseille de lire, il sort dans quelques jours. C'est le livre de quelqu'un qui m'a précédé à cette table, qui s'appelle Mohamed Sifawi, et qui est un manuel, un précis et un appel à l'insoumission. Et voilà un insoumis. Voilà, attendez, Sifawi, voilà un insoumis et voilà un lanceur d'alerte. Parce qu'on nous parle aussi beaucoup des lanceurs d'alerte. N'importe quel petit flic, petit délateur de bas étage, s'institue lanceur d'alerte parce qu'il balance une liste informatique qu'il a piquée à la compta de sa boîte, on appelle ça lanceur d'alerte. Et ça finit, dans les meilleurs des cas, pour les plus glorieux d'entre eux, chez Poutine. D'accord? Agent de Poutine et blanchissant Poutine de tous ses éventuels forfaits. Il y a des lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est les gens qui ne cèdent pas à l'islamisme radical. C'est les gens qui appellent les choses par leur nom, qui refusent la logique du demi-mot, du terrorisme qu'on ne nomme pas, de ce sein qu'il faut cacher car on ne saurait le voir, qu'est le terrorisme islamique. Donc il y a des lanceurs d'alerte qui sont celles et ceux, il y en a un dans le point, c'est Kamel Daoud aussi, un autre, celles et ceux qui ne se couchent pas devant cette nouvelle forme de fascisme qu'est l'islamisme radical, ça c'est des lanceurs d'alerte, et ce sont des insoumis. Voilà, pour lire les insoumis d'aujourd'hui. Mais c'est pas le sénateur Ronchon, hein. C'est pas l'homme qui nous interpelle en nous disant les gens, comme on dit, comme si on était la Valtaille. Non, il y a des insoumis vrais qui se coltinent vraiment les tyrans, les barbares, les assassins de notre temps. C'est ça qui est. Et en revanche, est-ce qu'il faut arrêter de lire les réseaux sociaux? On trouve quelques meutes, quelques foules, comme les décrivait Sartre, des foules lyncheuses. Voilà. Ben oui, je crois que Sartre avait des défauts et il a commis quelques erreurs. Vous savez, il y a un mot célèbre de Heidegger qui dit « Quiconque pense grandement se prend le risque de se tromper grandement ». Sartre a pensé grandement et il lui est arrivé de se tromper grandement. Mais il lui est arrivé, et à mon avis plus souvent que l'inverse, il lui est arrivé au contraire d'avoir profondément raison. Il y a une chose que l'on sait mal de Sartre, c'est que le vrai Sartre, si j'ose dire, en tout cas le dernier, mais celui qui probablement se cherchait depuis les tout premiers textes de Sartre, c'est celui qui était au fond saisi de vertige, de terreur et d'horreur devant ce qu'il appelait le groupe en fusion. Tous les crétins croient que Sartre avait l'éloge du groupe en fusion. Hein? Le groupe en fusion, le groupe révolutionnaire, la meute à meuter. Je crois que c'est un contresens absolu. Sartre savait, et c'est ce qu'il dit à Benny à la fin de sa vie dans l'Espoir maintenant, il savait que la vérité du groupe en fusion, c'est le pogromisme. Il savait que la vérité de cette espèce de cristallisation du groupe, c'est du pratico-inerte en groupe organique, c'est le lynchage. Et s'il y a bien un intellectuel qui est allé au plus près du mufle, de la sale bête, qui en a respiré l'haleine et qui a compris que cette haleine était ce qu'il y avait de plus fétide au monde, c'est lui. Et
ce qui est très beau dans la vie de Sartre, c'est pour ça en effet qu'il faut le relire et qu'il est autant l'intellectuel du 21e que du 20e, c'est que quand il rencontre Béni Lévy à la fin de sa vie, aveugle, ne sachant plus, gardant le goût de la lecture, mais à travers les yeux de son jeune secrétaire, découvrant en même temps que le jeune secrétaire, en même temps que Béni Lévy, l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, s'avisant ou croyant s'aviser du fait que son œuvre, ses 40 ans ou ses 50 ans d'écriture ardente et immense, était à revoir, sinon même à mettre au panier, lorsqu'il l'a confronté aux lettres de feu de la langue et de la littérature talmudique. C'est ça le terme des Sartre. Le Sartre, qui est au contact de Béni Lévy, s'aperçoit que toutes les impasses où il s'était égaré toute sa vie, toutes les pistes auxquelles, tous les murs auxquels il s'était heurté et qui s'étaient révélés, dont la brique s'était révélée plus dure encore que la brique de sa tête, que tout ça se résolvait à la lumière du judaïsme. Ça, c'est le dernier Sartre. Un Sartre juif, quasi juif. Ce Sartre-là, ce qui est très beau, c'est qu'il renoue avec le tout jeune professeur du lycée du Havre et du lycée Pasteur, c'est-à-dire l'auteur de La Nausée, ce personnage absolument hostile à toutes les formes de collectivité, ce héros stendhalien ou nietzschéen qui ne croyait qu'à la grâce et à la puissance de la singularité et qui se méfiait, comme de la peste, de cet animal, de ce gros animal sans poil, comme il disait à la fin des Séquestrés d'Altona, qui était le peuple. S'il y avait un intellectuel en France qui n'a pas été populiste, ou qui l'a été suffisamment pour percevoir les dangers du populisme, pour voir à quel point c'était une impasse, s'il y a bien un intellectuel qui correspond à ça, c'est en effet Jean Paul Sartre. Bernard, avant de laisser la parole au public, j'ai une dernière question, une question plus personnelle, affectueuse, et en même temps un peu dégueulasse, vous connaissez. D'ailleurs, je vous l'ai déjà posé cette question, donc vous ne serez pas surpris. Pour qui a lu Le Dernier Jour de Charles Baudelaire, ou qui a tué Daniel Pearl, on sait quel romancier vous êtes, quel conteur, quel écrivain, quelle plume vous êtes. Et on se dit, et pourquoi est-ce qu'il ne se plante pas pendant 3 ans pour nous écrire un Anna Karénine, un Vieil Destin de Grossman, plutôt qu'aller s'enfermer dans une galère libyenne avec Sarkozy. Est-ce qu'au fond, vous ne l'auriez pas dit, vous avez toujours le temps de le faire, vous retirer, parce que l'écriture parfois exige cela, pour écrire une histoire qui serait la vôtre, ou celle de qui vous voulez, un très grand roman, comme vous savez le faire, vous l'avez fait, pourquoi vous ne recommencez pas? C'est pas une question dégueulasse, c'est une question que je me pose à peu près tous les jours. Petite nuance, Daniel Pearl, c'était pas un roman. C'est une enquête. Ouais, en fait, c'était une enquête. C'était à 90%, c'était une enquête, c'était pas un roman. Mais la vraie réponse à la question, c'est que, si vous voulez la vérité vraie, c'est que ça fait 25 ans que j'ai en chantier 2 livres. Il y en a un qui est paru il y a quelques mois, après 25 ans. Il s'appelle L'Esprit du judaïsme. Il y en a un autre qui n'est pas paru, qui est en effet le roman auquel j'espère vous pensez. J'ai mis 25 ans à publier le premier et j'ai toujours pas, au bout de 25 ans, publié le deuxième, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Ben voilà, c'est parce que pas se perdre. Non. Il y a des choses qui me semblent d'une urgence absolue. Lorsque je regarde la vie depuis 25 ans, mais sérieusement,
lorsque je regarde étape par étape, lorsque je me revois fou de colère au moment de la guerre de Bosnie, du massacre des musulmans modérés de Sarajevo, de ce double langage insupportable des Occidentaux qui disaient vouloir un islam des Lumières et qu'à l'endroit où il existait, le laisser crever. Je suis comme ça. Je ne me suis pas senti d'autre choix que d'inviter, de recruter une équipe, de prendre une caméra et d'aller faire un film. Lorsque il y a eu la mort de Daniel Pearl, pour des raisons XY, j'apprends, je suis dans le bureau du président afghan Hamid Karzai, j'apprends la nouvelle que ce jeune journaliste inconnu de moi, journaliste américain, juif, vient d'être décapité. Quelque chose en moi se dit, on est en 2002, qu'il y a un truc qui se joue là, que personne ne voit, et qui est d'une importance immense, qui fait que mon avenir, celui de mes enfants, celui de mes petits-enfants, est peut-être en train de basculer, et qu'il faut relever ce défi-là. C'est comme ça. Alors j'ai essayé de connaître pour la deuxième fois l'esprit du judaïsme, pour la deuxième fois le roman, et je suis parti au Pakistan, et je suis allé me crever la paillasse dans les madrasas du Pakistan, chez les groupes d'Al-Qaïda, jusqu'au jour où, en effet, il a mieux fallu que je rentre. Et ainsi de suite. La Libye, je ne suis pas allé avec Sarkozy. D'abord, je conserve mon amitié avec Sarkozy et surtout ma reconnaissance. Je suis reconnaissant à Sarkozy infiniment d'avoir été le premier président de la République française et le premier chef d'État occidental à donner son contenu au principe qui m'est si cher de devoir d'ingérence. C'est-à-dire l'idée que quand un tyran massacre son peuple, c'est pas l'affaire du tyran et du peuple dans leur face à face, c'est dans leur huis clos que ça concerne l'humanité entière. Je suis reconnaissant de ça. Mais c'est pas avec lui que je suis allé dans la galère libyenne. Je suis allé avec les Libyens massacrés ou avec les Libyens qui essayaient de ne pas l'être. Je suis allé défendre les couleurs, tenter d'apporter ma pierre à la construction de cet islam démocratique ou modéré, dont je pense que s'il n'advient pas, on est tous morts. Je l'ai bien fait, je l'ai mal fait, ça a échoué provisoirement, réussi à long terme, ça c'est un grand débat. Mais enfin, qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini, non, en fait, moi j'ai mon idée là-dessus. Je pense réellement que, moi je veux bien faire le bilan de l'intervention occidentale en Libye. Je fais compter le bilan, on le connaît tous. Et je voudrais qu'on mette à côté le bilan de la non-intervention occidentale en Syrie. Bien sûr, c'est la grande question. La grande question, c'est ça. L'intervention en Libye, c'est quoi? La non-intervention en Syrie, c'est quoi? Je préfère, franchement, je me dis que heureusement qu'on est intervenu en Libye, et hélas, on n'est pas intervenu en Syrie. On se serait épargné Daesh, on se serait épargné des attentats, on se serait épargné des centaines de milliers de réfugiés, on se serait épargné la déstabilisation de tous les États de la région, peut-être la radicalisation de la Turquie, peut-être la renaissance des empires dans la région proche-orientale, et ainsi de suite. Donc voilà, je pourrais continuer comme ça, c'est pas... mais c'est vrai, je suis fait comme ça. Il m'arrive de penser à beaucoup d'outrecuidance peut-être pas la peine, je serais peut-être bien assez tranquille, mais il m'arrive de penser qu'il y a des choses, des engagements, si je ne les prends pas, des paroles, si je n'essaie pas de les articuler, de toute façon personne ne le fera à ma place. Voilà, c'est ainsi. La question d'Israël, Israël me fait perdre un temps fou pour le roman. Mais c'est vrai, Combien de trucs, combien de reportages à Gaza, combien de reportages sur la frontière du Liban en la guerre de 2006. Voilà, un temps fou, évidemment. Et là aussi, je me disais, je lis la presse, je regarde la télévision, je me dis, on n'est pas assez nombreux à dire la vérité. On n'est pas assez nombreux à appeler les choses par leur nom, il faut s'y coller. Ça fait 25 ans. Le Kurdistan, franchement, le jour où j'ai compris qu'il y avait un endroit au monde, 1000 km, Paris-Marseille, 1000 km de front, et que le long de ce front, il y avait d'un côté
les gens qui lançaient les voitures béliers sur la promenade des Anglais, qui mettaient les ceintures d'explosifs au Bataclan, et de l'autre côté des gars qui se battaient comme des lions pour se protéger et nous protéger. Et que les gens ne savaient pas ça. Ça, c'est il y a 2 ans. C'est le Kurdistan. Hein, la frontière entre Daesh et le Kurdistan. Là, pareil, je me suis dit, c'est vrai que je suis peut-être un peu dingo, j'accepte, mais ce jour-là, je me suis dit, il faut montrer ça, il faut le dire, il faut filmer, il faut prendre quelques risques, il faut peut-être risquer un bout de sa santé, et puis amener ça au festival de Cannes. Voilà. Donc tout ça, ça prend du temps. Ils ont dit faire le rôle. Mais je vais bientôt vieillir, je vais bientôt vieillir, et là, en avant, la musique du roman. Si vous permettez, avant de donner, comme c'est la tradition dans ces soirées, la parole à la salle, je voudrais revenir quelques secondes, quelques minutes aux frontières de l'Hexagone. La communauté juive a vécu un traumatisme il y a quelques mois. Ça a été cet horrible assassinat de Sarah Halimi. Traumatisme vécu dans le silence des médias, dans le silence des politiques, dans le réveil un peu tardif des intellectuels. Et j'aurais voulu avoir votre lecture de ces différents silences et votre lecture de ce drame. Vous savez, d'abord ma lecture, ça ne m'a pas surpris, parce qu'il y a eu une première affaire Halimi, tout aussi tragique, qui était l'affaire Ilan Halimi, où c'était exactement le même scénario. On a mis un temps fou, et au terme de débat d'une obscénité à lever le cœur, à dire que c'était un attentat, que c'était un crime, que c'était un massacre antisémite. Donc ça, c'est pas la première, ça ne m'a pas surpris. Et puis, ma lecture, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle, je le donne du point la semaine prochaine, Jean-François Revel, la passion de l'ignorance. Il y a une passion de savoir et il y a une passion d'ignorer. Il y a chez les humains une vraie passion de ne pas savoir, pour des tas de raisons. Parce que de savoir fait peur, parce que de savoir peut rend fou, je crois que c'est l'inverse, c'est d'ignorer qui rend fou à terre. Parce que de savoir fait qu'on se sent coupable, parce que de savoir fait qu'ils vont dire alors si c'est vraiment ça qu'on peut se mobiliser, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de court-termisme de l'analyse dans tous les régimes politiques, y compris les démocraties, qui fait par exemple que l'antisémitisme, dans toutes ses formes, est totalement dénié. Parlez de Mélenchon tout à l'heure. Les manifestations de l'été 2014, où il y avait des amis de la France Insoumise qui participaient à des défilés où on disait mort aux juifs, où on allait casser du commerce dit juif, etc. Là encore, il a fallu batailler et c'est pas fini pour requalifier, pour qualifier cela d'antisémitisme. Donc, ça c'est une affaire d'une complexité, à la fois d'une simplicité totale. La famille Pinto à la livrerie Gargan, Sarah Halimi, Ilan Halimi à Bagneux ou à Cachan, je ne sais plus, Cachan, c'est évidemment c'est le pic, c'est la pointe de l'iceberg d'un antisémitisme ordinaire qui prend là des proportions cataclysmiques et atroces. Mais les sociétés, il faut du courage, et ce courage il commence par en haut souvent, pour accepter de se voir dans ce miroir-là. Ça a toujours été ainsi. Merci de cet exposé. Donc vous connaissez la règle pour les questions. Vous avez des micros dans les allées. Rapprochez-vous des micros et on ira de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche pour poser des questions. Et soyez gentils de poser des questions, de ne pas faire de trop longue analyse avant de poser votre question. Des questions, pas des éditos, c'est ça? Deux questions très simples, pas d'édito. Quand vous avez parlé justement de l'affaiblissement, la première, ça concerne la première et l'avant-dernière question que vous avez. Concernant la première, c'est sur l'affaiblissement des discours des extrêmes en quelque sorte. La question que je me pose, c'est n'est-il pas plus dangereux
dans la mesure justement où il est plus simpliste et donc où il peut atteindre beaucoup plus de monde. Question de... La dernière, c'est la question qu'on vous a posée sur les livres à lire. Je suis étonné d'entendre que vous n'avez donné que des livres, entre guillemets, anciens. J'entends de quelques années ou il y a d'un siècle et demi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'avez pas cité tout ce qui concerne actuellement? Je vais mettre le mot progrès, entre guillemets, les progrès, c'est-à-dire en fait tout ce que rapportent les nouvelles technologies qui vont révolutionner complètement le monde de demain, et ce, dans pas longtemps, posant tous les problèmes qu'ils vont poser, en particulier les problèmes éthiques. Et donc vous n'avez pas parlé de ces livres et de l'évolution de ce monde. Oui, bah, de toute façon, très difficile, je peux vous donner un catalogue de lecture, j'en sais rien, je pourrais vous dire ce que je lis en ce moment, mais non, je ne peux pas donner de catalogue exhaustif et je ne pense pas que nous vivions dans le désert du débat. Je pense d'ailleurs, je voyage un petit peu, je participe souvent à des débats ou à des rencontres de ce genre à l'étranger, et avec le recul, je pense que la France reste un pays où le débat intellectuel est extraordinairement vivace. Et toutes les grandes questions d'aujourd'hui, la question Europe, pas Europe, souverainisme ou internationalisme, la question de l'hospitalité des réfugiés, la question du nouvel antisémitisme, la question de ce que valent les valeurs libérales, toutes ces questions-là, c'est des questions qui se posent à peu près partout. Il y a une république mondiale des esprits qui a ses succursales en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, etc. Je pense que la succursale numéro 1, là où ces débats sont les mieux posés, avec le plus de radicalité, le plus de tranchant, c'est la France. Donc, non, je crois qu'il y a beaucoup à lire. Chacun fera son choix. Après, et donc je vous ai cité un livre d'aujourd'hui, qui n'a pas encore paru, le livre de mon ami qui m'a précédé à cette et je vous ai cité Kamel Daoud aussi. Voilà, l'autre question, l'esprit de simplicité, le populisme et l'esprit de simplicité. Bien sûr, la démocratie c'est compliqué, la démocratie c'est difficile, la démocratie c'est sophistiqué, la démocratie c'est élitaire, la démocratie c'est intellectuel. Voilà, ça c'est vrai. Et si on n'est pas prêt, si les dirigeants, les responsables dits communautaires, les directeurs de journaux ne sont pas prêts à dire à ceux qui les écoutent encore un peu que l'esprit simple, c'est l'esprit de bêtise, que l'esprit de simplicité conduit nécessairement au fanatisme, que l'esprit de simplicité, c'est pas que le culte du bon sens, que le culte du sens commun, que le culte de bon Dieu, bonsoir, c'est pas plus compliqué que ça, que tout ça. C'est ce qui conduit les sociétés au pire. Si on n'est pas capable de dire ça, alors je pense que les sociétés démocratiques sont cuites et qu'elles adopteront des solutions simples, c'est-à-dire atroces, à tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, et nous savons à quel point ils sont brûlants. Donc voilà, il y a une école de la démocratie dont nous sommes tous un peu comptables, dont nous sommes nombreux à être dans plein de métiers, les hussards noirs, comme disait autrefois un écrivain que je n'aime pas beaucoup, enfin, c'est un grand écrivain français. Et voilà, c'est l'esprit de complexité. C'est l'éloge des élites. Aujourd'hui, je lisais l'autre jour, un texte de Gustave de Coulanges, la préface à la Cité antique, où il disait que c'était bien d'être hautain, dit Gustave de Coulanges, que c'est légitime, que c'est juste d'être hautain avec les dirigeants, d'interpeller, de prendre de haut les chefs et les puissants, mais qu'il faut être aussi hautain parfois avec les dominés, du Gustave de Coulanges, et avec le peuple. Oui, le peuple peut se tromper. Le peuple peut, lorsqu'on l'entraîne, lorsqu'il va tout seul sur la pente,
des idées simples, il peut s'égarer et il faut lui dire, il est aussi une forme de... Après tout, il est le souverain. Donc, il dispose d'une forme de souveraineté. Et à cette souveraineté-là, peut-être faut-il s'adresser avec autant d'insolence, avec autant de rigueur et avec autant d'intransigeance qu'aux souverains à dorure et à palais portes ouvertes du dimanche de septembre. Voilà. Il y a peut-être, ça c'est pour poursuivre la question, si on pense ça, si on pense que l'esprit de simplicité est le père ou la mère de tous les dogmatismes et de tous les fanatismes, de toutes les pensées ossifiées, par conséquent, de toutes les pensées qu'un jour ou l'autre tueront, ben, il faut se dire aussi qu'il faut parler franchement, parler franc, parler vrai à tous les souverains, quels qu'ils soient incarnés dans un homme ou qu'ils aient le nom d'une nation ou d'un peuple. Voilà une idée qui n'est pas facile à articuler, qui n'est pas probablement facile à entendre, qui ne fera pas que des amis lorsqu'elle sera diffusée sur les réseaux sociaux, à laquelle je crois très profondément. Ou bien le peuple est souverain, ou bien s'il ne l'est pas. Si vraiment le peuple est souverain, c'est le principe de la démocratie, le souverain faut le traiter comme un souverain. C'est-à-dire avec respect, et avec intransigeance, et avec insolence, et animé par un esprit de vérité. C'est ce que disaient les prophètes d'Israël lorsqu'ils s'adressaient au peuple d'Israël. Il manque un bouchon du peuple. Il manque des hommes libres, il manque des hommes à la parole non asservie, il manque des femmes et des hommes qui soient soucieux davantage qu'aujourd'hui de ce que mérite le pays. Jean-Philippe. Bonsoir. Jean-Philippe Monet, fondateur de la revue Civique, chroniqueur pour le Huffington Post notamment. Ami de CRIF, ça va sans dire. Ami des lecteurs du Point, cher Étienne, ça va sans dire également. Une question concernant la souveraineté, justement, que vous avez évoquée. Est-ce que vous croyez, d'une part, le transfert qu'on entend dans le débat public, qui me semble politique, croyez-vous à ce transfert de la souveraineté nationale vers la souveraineté européenne? Et plus précisément, quel est votre point de vue sur ce discours passé inaperçu, occulté par Irma Ladur la semaine dernière, discours d'Athènes du président de la République, qui préfigure un souhait de refondation européenne, qui semble rejoindre le dessin, le schéma aussi d'Angela Merkel, qui devrait, après les pronostics, être élu relativement aisément dans quelques temps. Êtes-vous donc de ceux, par rapport à ce projet de refondation européenne, qui est dans l'approbation vive et ferme, dans la réserve, sur quel point, ou dans la désapprobation affirmée? Je suis absolument... Je trouve que le discours d'Athènes était un grand discours politique, un grand discours d'homme d'État, et en effet, il est dommage qu'il soit passé quasiment inaperçu à cause de l'actualité ô combien grave climatique. Je suis absolument partisan d'une refondation, parce que c'est se refonder ou mourir. Ça, c'est pour l'Europe. Je l'ai dit dans un petit texte de théâtre que mon ami Jacques Weber avait excellemment interprété sur la scène du théâtre de l'Atelier. L'Europe est un coup de souffle, où elle se refond, où elle vole. Je crois par exemple, pour être très simple, pour être très concret, qu'il n'y a pas un exemple. La plus grande réussite de l'Europe, c'est l'euro. C'est le truc qui marche le mieux. Il n'y a pas d'exemple. Ce qui n'est pas rien, c'est énorme. L'euro, c'est une révolution culturelle. Mais une monnaie commune, l'euro, ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça ne tient pas s'il n'y a pas une refondation politique. Si vous prenez toute l'histoire des monnaies communes depuis 3 siècles, depuis l'invention du dollar, le franc, la lire italienne en 1800 au moment de l'unité italienne, le franc suisse au moment de l'unité suisse, le mark après le Zollverein, l'Union latine et l'Union scandinave. Il y a au moins 5 exemples d'union monétaire avant l'euro. C'est un théorème absolu que quand ça va avec une union politique, ça marche tout de suite.
c'est le cas de la Suisse et de l'Italie. Ils ont inventé une monnaie du jour au lendemain, ça a marché parce que c'était adossé à une union politique. Quand c'est pas adossé à l'union politique, c'est les deux exemples totalement oubliés de l'Union latine et de l'Union scandinave. Ça agonise à cause de la Grèce, d'ailleurs dans les deux cas en 1927, ça commence dans les années 1960, ça meurt en 1927, juste avant la crise de 29. Et l'histoire du mark ou l'histoire du dollar, c'est très intéressant. Le dollar, contrairement à ce que l'on peut croire aujourd'hui, a mis 1 siècle et demi à s'imposer sur la myriade de monnaies concurrentes qui, sur les territoires même de l'Amérique, avant la guerre de sécession, faisaient la loi des échanges. Et il a fallu la victoire du Nord sur le Sud, il a fallu la victoire du modèle fédéral sur le modèle confédéré pour que le dollar s'impose. Donc, ceci pour dire que s'il n'y a pas une refondation, même ce que nous croyons un acquis de l'Europe, c'est-à-dire l'euro, capotera. Et c'est ce que les salopards des populismes divers et variés ont reniflé. Ils sentent ça, ils le savent. Donc voilà pour la refondation. Après, pardon, quelle était votre autre question? Est-ce que votre première question? Oui, c'était le schéma de refondation, le degré d'approbation et surtout. Alors, la souveraineté. Le schéma de l'Europe des cartes. Le transfert de souveraineté. Voilà. Transfert de souveraineté, il n'y a même pas à penser. Je crois qu'il n'y a pas le choix, là aussi. Le phénomène massif de notre époque, aujourd'hui, c'est le réveil des grands empires. C'est ça qui se passe aujourd'hui. La Turquie, c'est le réveil de l'Empire ottoman. L'Iran, c'est le réveil de l'Empire perse. Daesh, c'est le réveil de l'Empire arabe. La Chine, c'est le réveil des rêves Mandchou et Han des grandes époques de l'Empire chinois. Poutine, l'homme qui a dit que la faillite de l'Union soviétique était la décomposition de l'URSS, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'est le rêve d'un nouvel empire eurasien. Donc, réveil des empires partout. Turquie, Perse, monde arabe, Chine, Russie, voilà. Face à ça, si l'Europe n'est pas capable de se constituer en empire au sens de Machiavel, que j'évoquais tout à l'heure, de Dante, ou des écrivains austro-hongrois d'avant 14, si elle se replie vers des espaces de souveraineté nationale et limitée, eh bien, elle perdra la partie, avec toutes les implications que ça aura. Voilà, il n'y a pas le choix. Et les États-Unis, la même chose. Si les États-Unis abandonnent, comme cela semble être, comme c'est une tentation récurrente, s'ils abandonnent eux aussi leur vocation à l'universel, leur idée que les affaires du monde les concernent, parfois c'est de manière atroce, évidemment, et parfois c'est de manière vertueuse, s'ils abandonnent purement et simplement ces idées-là, eh bien je crois qu'ils perdront aussi la partie dans le grand jeu qu'est la scène politique mondiale. Et si vous entrez dans le détail pour l'Europe, ça, vous le savez, tous les vrais problèmes d'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui soit soluble à l'échelle des nations. Il n'y en a pas un. Que ce soit la question des réfugiés, que ce soit la question du terrorisme, que ce soit la question des paradis fiscaux et de l'argent du crime, toutes les questions majeures dont nous sentons bien que si elles ne sont pas résolues, elles feront que le bateau Europe prendra eau et sombrera, aucune de ces questions ne peut être résolue dans le cadre national. Autrement dit, l'agora citoyenne nationale, hein, l'idée que le rêve, l'idée rousseauiste, que la petite communauté, c'est le bon débat, c'est le bon espace pour la délibération démocratique. C'était peut-être vrai du temps de Rousseau à Genève, et encore, c'était peut-être vrai à Athènes, et encore qu'on perd, Athènes n'aurait peut-être pas perdu la guerre contre Sparte. En tout cas, c'est plus vrai aujourd'hui. Voilà, c'est plus vrai aujourd'hui. Donc je suis un militant ardent, parce que forcé, de ces transformations. Bonsoir, monsieur Bernard Henry. Je
souhaite savoir ce que vous en pensez pour une actualité politique qui est passée vendredi dernier. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu l'émir du Qatar. Et il a probablement soutenu contre l'embargo mené par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Est-ce que le Qatar est un pays qui finance le terrorisme ou pas? C'est un pays qui a financé le terrorisme, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas le seul à avoir financé le terrorisme. Et aller dire à Riyad qu'il n'y a qu'un coupable du terrorisme et qu'un financier du terrorisme, c'est le Qatar, c'est une infamie, c'est une erreur. C'est ce qu'a fait Donald Trump. Bien sûr que le Qatar a financé, mais l'Arabie Saoudite a financé au moins autant, sinon davantage. Après, je ne sais pas ce qu'a dit le président Macron, il a peut-être dit on arrête de financer le terrorisme. C'est ça qu'il veut dire. Dans ce cas, c'est intéressant. Dans ce cas, il a fait son boulot de chef d'État des Antarctiques. Je ne sais pas. Oui, bonjour Monsieur Henri Lévy. Juste avant de vous poser la question, je voulais, avec un peu d'humour, dire que dans cette torche assemblée, il eût été étonnant qu'il n'y ait pas une question sur Israël. Et donc, je vais vous dire ce à quoi je pense. Bon, je m'appelle Gabriel Shapiro et je suis dirigeant d'un mouvement de la paix maintenant et membre du bureau de GICOL. Donc, ma question va être très à cela. Je vous ai connu, M. Bernard Lévy, membre de GICOL, signature de la charte et du document GICOL. Alors j'ai une double question. Premièrement, où en êtes-vous aujourd'hui avec le mouvement GICOL et que pensez-vous de la situation israélienne? Je sais où j'en suis par rapport au simple. Oui, c'est simple. Je sais où j'en suis par rapport à moi-même. Par rapport à. Vous savez, il y a beaucoup d'inconvénients à être un écrivain qui s'exprime régulièrement, qui s'expose régulièrement et qui écrit toutes les semaines dans un hebdomadaire. D'abord, c'est fatigant. Mais il y a quelques avantages quand même, c'est qu'on peut s'exprimer en son propre nom de manière assez précise, en étant fidèle non seulement à ses couleurs, mais aussi aux nuances de ses couleurs. C'est formidable de pouvoir faire ça. Alors je sais où j'en suis. C'est extrêmement simple. Je suis toujours partisan de la solution des deux États. Je ne pense pas, contrairement à beaucoup de mes camarades, de mes amis, que cette solution soit définitivement morte, qu'elle soit compromise. Je pense que l'histoire a plus d'imagination que les hommes et qu'elle peut avoir l'imagination de la faire ressurgir, cette solution-là. Je suis partisan de cette solution des deux États parce qu'elle me semble conforme au droit et qu'elle me semble conforme à l'intérêt d'Israël, et que je pense qu'un Israël qui se vouerait, enfin vous savez tout ça, pour l'éternité au statut soit d'occupant, soit de citoyenneté de première zone d'État d'Israël qui perd de son âme. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis, c'est un des rares points d'ailleurs de doctrine sur lesquels je n'ai pas changé depuis 50 ans. C'est le premier article que j'ai publié dans ma vie, c'était dans la revue de mon ami Marek Alter en 1969, 2 ans après mon premier voyage en Israël. C'était un plaidoyer pour la solution des deux États. Je pense toujours ça. Mais plus je vais, plus le temps passe, et moins je supporte la diabolisation d'Israël, le deux poids et deux mesures, en la défaveur d'Israël, l'excusisme à l'endroit de ceux des adversaires d'Israël qui me semblent infectés par l'idéologie fasciste dans toutes ses formes et dans ses noms les plus simples et les plus sophistiqués. Voilà. Donc ma position, elle est celle-là. Contre GICOL? Non, je ne suis pas contre, bien sûr, je ne suis pas contre GICOL. J'étais avec Alain Finkielkraut et quelques autres, nous étions parmi les fondateurs de GICOL et je suis toujours là, je suis très heureux de l'avoir fait et je n'ai rien, je ne suis jamais revenu là-dessus, bien sûr que non, mais je vous dis quelle est ma position personnelle. Voilà. Avec le peu de nuances que le temps imparti me permet d'être apporté.
bonsoir. Je vais essayer de faire court. Je réalise des reportages et des documentaires pour la télévision depuis une vingtaine d'années. Et vous parliez tout à l'heure du courage de dire, de faire, de parler. Je voulais juste avoir votre sentiment sur notre impossibilité à vendre certains projets en télévision, y compris à la télévision publique, à France Télévisions, sur Arte, sur des sujets comme l'antisémitisme en France, et c'est pas une paranoïa, ça arrive à énormément d'amis qui ont des grandes carrières par ailleurs dans le documentaire sur d'autres thématiques, mais il y a des sujets qui sont absolument interdits, et après le discours de Manuel Valls, après Charlie Hebdo, après les attentats, on s'est dit que ça allait mettre un peu de souffle et qu'il y aurait une possibilité de placer certains projets, et si vous remarquez bien, un an après les attentats, quand il y a eu la date anniversaire et tous les documentaires programmés qui racontaient ces événements-là, mais c'est un exemple, aucun ne mettait en perspective la situation, le contexte, toutes les chaînes ont refusé de le faire. Donc je voulais savoir si vous avez conscience et les notions de ce blocage absolu, de cette impossibilité de présenter ces projets, et comment vous l'expliquez quand même les dirigeants libèrent la parole, les directeurs de programme la refusent encore. Écoutez, je ne crois pas que ce soit un blocage absolu. Je crois qu'il faut être très prudent avec ce genre d'affirmation. Il y a peut-être des bons projets qui n'ont pas eu la chance de voir le jour, mais il y a peut-être des projets médiocres qui n'ont pas trouvé à se monter. Il faut faire la part des choses. Ce qui est vrai, en revanche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'affaire Halimi numéro 1, affaire Halimi numéro 2, affaire Famille Pinto numéro 3. Les peuples, les appareils d'État, les élites n'ont pas forcément envie de se voir si laid on se miroir. Ça, c'est vrai. Et pour ce qui est de l'antisémitisme, il est exact qu'il est plus facile de recueillir les acclamations des décideurs et des spectateurs et des lecteurs quand on parle de l'antisémitisme à l'ancienne. Là, il y a à peu près consensus. Le débat est arbitré. Que lorsqu'on parle de l'antisémitisme nouveau, que lorsqu'on parle de l'antisémitisme populaire, de gauche, issu des quartiers difficiles et dont la rhétorique est empruntée à l'antisémitisme. Ça, il est totalement exact que c'est beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est la vieille histoire, la philosophie. Et c'est terrible ce qu'on fait. Il y a plein de sujets, hein, les musulmans modérés, enfin, il y a plein de sujets qui sont très difficiles à vendre. Et des projets qui sont vraiment, je ne parle pas de moi, je parle vraiment de gens qui vendent énormément de projets dont je ne citerai pas les noms, mais qui sont des stars du documentaire aujourd'hui. Et qui, voilà. C'est un sentiment assez... Ces choses-là, il faut en parler de manière précise, avec des cas précis, c'est très difficile. Je vous dis qu'en effet, c'est comme la chouette de Minerve qui se lève à la nuit tombée, la philosophie, les directeurs de programme se lèvent à la nuit tombée. Ça, ils ont une tendance à se lever. Quand un débat est arbitré, quand on sait qui a raison, quand on est sûr de ne pas se tromper, à ce moment-là, on ouvre grand les guichets. Il y a sûrement cette tendance-là, c'est vrai. Premièrement. Deuxièmement, pour certains d'autres débats auxquels vous faites allusion, il y a une dimension de courage, il y a une dimension de peur, il y a... je sais cela, je suis un peu au contact de ce monde que vous évoquez, et je sais bien ce qui peut en coûter, par exemple, d'affirmer les valeurs de l'islam modéré, d'affirmer le droit d'entrer en islam et d'en sortir comme pour tout. Je sais ce qui peut en coûter. C'est difficile de faire des programmes avec ces interdits-là, avec ces fatwas au-dessus de la tête. Voilà, il y a toutes ces dimensions. Donc moi, je me garderai en tout cas de tirer des conclusions trop définitives. On a eu un exemple récent de cette difficulté de projeter certains documentaires avec le reportage allemand sur l'antisémitisme moderne et pour lequel on a eu beaucoup de mal à obtenir la diffusion sur la chaîne qu'il avait elle-même commandée d'ailleurs. C'est exactement à ça que je pensais. Je connais bien le sujet puisque je suis président du conseil de surveillance de la chaîne en question. Donc j'étais aux premières loges.
Donc voilà probablement un cas où l'attente était d'un certain documentaire présentant un certain visage de l'antisémitisme, où à l'arrivée est produit un film qui dit tout autre chose, grand désarroi, et c'est vrai qu'il a fallu un travail de pédagogie, et il a fallu un effort d'intelligence et de lucidité pour les dirigeants de la chaîne pour comprendre que c'est justement ce film-là qu'il fallait diffuser. Et il a été diffusé. Il a été diffusé. Pardon, excusez-moi, il a été commandé par la loi, ça explique en particulier qu'il est commandé, la France ne l'aurait pas fait. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait souvent des films pour Arte, vous savez bien le nombre de visionnages et de vérifications qu'ils font tout au cours de la production du film, donc ils ne sont pas tombés. Ça ne s'est jamais passé comme ça chez Arte, il y a au moins 10 visionnages en il faut être un peu, là-dessus, il faut être un peu bourdieuxien ou althusserien. Un appareil idéologique, comme une chaîne de télévision, c'est le lieu d'un débat intense, avec des femmes et des hommes qui ont leurs analyses, leurs choix, leur parti pris. Et ce débat-là, c'est un processus, il commence au moment de la commande, il se termine au moment de la diffusion. Et je pense que vous avez sûrement raison de dire que le documentaire en question, il a été visionné tout au fil de sa production. Je sais tout ça, le résultat, c'est qu'il a été tard, trop tard. Allez, une autre question. Alors, notre étudiante en philosophie. Oui, bonsoir, merci pour votre intervention. Ma question sera pragmatique et se posera sur votre ouvrage L'esprit du judaïsme, que je vais lire attentivement. Dans votre ouvrage, vous faites la définition d'un judaïsme éclairé qui se doit de faire le pont entre une action et une pensée, entre le faire et le croire, entre une vérité sûre et une vérité vécue, comme Martin Buber pouvait le dire. Et cette vie dialogale, vous en êtes la manifestation. Mais pour l'étudiant, pour le lecteur lambda, pour la personne qui lit vos ouvrages, comment se manifestera cette liaison avec pragmatiquement? Qu'avez-vous à dire à la jeunesse? Qu'avez-vous à dire à vos lecteurs? Comment ce judaïsme éclairé peut-il se manifester? Je ne dis pas un judaïsme éclairé comme s'il y en avait un qui n'était pas. Je crois que... Excusez-moi, c'est en référence à Maïmonide, en fait, le judaïsme éclairé. Je crois que le judaïsme est l'éclaircissement même lorsqu'il est vraiment pensé, vécu et étudié. Qu'est-ce que je dirais à un étudiant d'aujourd'hui? Je lui dirais plein de choses, enfin, j'en dirais trois. La première, c'est que il faut lire à la fois le livre et les livres, et que rien n'est plus dangereux pour le judaïsme que de considérer que la lecture du livre dispense de la lecture des livres. Et je pense qu'il faut se comporter dans l'aventure juive comme les sorties d'Égypte qui emportaient avec eux leurs biens, leurs trésors et leurs bijoux du temps des pharaons. Et que c'est au croisement des deux, de la parole et des trésors anciens, que se produit le flux du savoir et de la connaissance. Deuxièmement, je recommanderais à un étudiant aujourd'hui, si donc il lit à la fois Rachid et Marcel Proust, ce qui est à mon avis la même chose d'ailleurs, c'est des leçons de judaïsme, c'est que c'est pareil. S'il les lit, il faut les lire avec exigence. Et je crois que l'une des choses qui caractérise, une des choses que le judaïsme a apporté au monde, voilà, le christianisme a apporté des choses, l'islam a apporté, le judaïsme a apporté beaucoup. Et une des choses, en particulier, c'est l'idée qu'une pensée qui ne travaille plus, une pensée qui se laisse scléroser ou ossifier, c'est une pensée qui n'a plus aucun intérêt. Qu'il y a un travail incessant de la pensée, une mise en mouvement qui est l'esprit même du judaïsme. Voilà, je considérais ça
d'être fidèles à la pensée, au travail de nos maîtres, de nos rabbins, qui ont pensé et qui ont vécu l'idée qu'il n'y avait pas un mot qui ne dût être mis au rouet de la pensée, de la réflexion. Et troisièmement, je conseillerais à cette jeune étudiante d'aujourd'hui de ne pas se laisser enfermer dans des alternatives et dans des affrontements stériles. Je suis assez souvent en Israël et pas mal aussi aux États-Unis. Et je suis épouvanté par quelque chose que je sens en train de naître, qui ressemble à une nouvelle guerre des Juifs, qui est en train d'opposer un judaïsme dit religieux et un judaïsme dit laïque. Et il y avait quelque chose de proprement effrayant. Et je pense que je me mobiliserai vent debout contre cette simplification-là de la pensée. Il y a des dogmatiques laïques, et puis il y a des gens qu'on appelle des orthodoxes, et qui sont au contraire des orthodoxes, des religieux, qui, parce que justement ils travaillent inlassablement les textes, parce qu'ils moulinent la machine à savoir à l'infini, sont au contraire de l'esprit sectaire, de l'esprit dogmatique, ou d'orthodoxe au sens propre. Donc, dépasser ces clivages absurdes et mortels pour nous. Une phrase en hébreu, c'est Tzedek, Tirdof, justice te poursuivra, mais Tzedek veut également signifier exactitude dans l'exact, la recherche dans le sens de la véracité. Et n'est-ce pas ça, au final, cette recherche de la vérité qui s'accompagnerait également d'une recherche de la justice? Exactement. Voilà. Bravo. Et allez-y, à vous jouer. Allez, avant dernière question. Bonsoir, Fabienne Isaac, et merci pour tout vos livres excellents, Bernard-Henri Lévy. J'observais comme tout le monde ces attentats terribles, antisémites qu'on connaît en France depuis des décennies, sinon plus. Et puis un jour, comme moi, vous avez vu que les djihadistes se sont mis à attaquer des militaires et puis des civils. Et tout en souhaitant, bien évidemment, la fin totale et l'arrêt de tout attentat du djihadisme, peut-être naïvement, je me suis dit, tiens, les Français, les Européens non juifs vont se dire, avant c'était les juifs qui étaient attaqués sans raison pour leur religion, pour rien. Les Israéliens, depuis longtemps, subissent ces attentats, des poignards dans le dos, on le vit maintenant aujourd'hui dans toutes les capitales européennes. Et naïvement, je pensais que ce syllogisme, les juifs sont attaqués pour rien, les civils, aujourd'hui, les civils, n'importe quel Européen, n'importe quel occidental est attaqué pour rien. Conclusion, nous, les Français, les Goy, les Européens, nous allons avoir de la sympathie pour Israël, pour les Juifs, comprendre, avoir un petit peu d'identification. Et je vois que ce syllogisme est totalement inopérant. Alors, vous qui connaissez la réalité française, la philosophie que moi, comment se fait-il que. Alors, évidemment, je n'espérais pas que le drame profite à qui que ce soit, mais honnêtement, je pensais qu'il y aurait quand même une meilleure compréhension de ce qu'on vit comme juif, de ce qu'on vit de ce que de ce que vivent tout simplement les Israéliens. Bon, il ne voit pas d'identification avec cette démocratie au Moyen-Orient, et j'aurais pensé que l'Europe, donc peut s'y retrouver. Réponse brève, mais à deux niveaux. D'abord, il y a, face à ça, il y a deux types de gens. Et il y a, déjà, cette première chose-là, il y a deux paradigmes. Il y a la solidarité des ébranlés et il y a la concurrence des victimes. Ça, c'est déjà très important. Quand il y a cette espèce de communauté de destin, les humains se distribuent très très vite dans ces deux familles-là. Il y a solidarité des ébranlés, c'était le thème de ce grand philosophe chrétien tchèque qui s'appelait Jan Patočka, philosophe syrien, et qui pensait qu'il y avait une espèce de solidarité profonde, de destin entre tous les ébranlés du nihilisme contemporain. Et puis vous avez les crétins
qui, eux, se jettent dans l'autre paradigme, ce rhume qu'est la concurrence des victimes. Ah, mais alors maintenant, lequel est le plus victime, qui la monarchie de la souffrance, qui la palme du martyr, etc. Donc il y a déjà ce partage-là qui est quelque chose d'épouvantable parce qu'il structure beaucoup les sociétés démocratiques. Et puis, il y a une deuxième remarque, c'est que malheureusement, c'est dans un monde idéal, ce serait comme vous dites. Mais dans un monde idéal, les passions politiques sont sinon réduites au silence, du moins remises à leur place. Et malheureusement, là, vous faites allusion à une passion qui est d'une virulence extraordinaire, parce qu'elle est le point magnétique, le centre magnétique de toute une série d'autres passions, qui est la haine d'Israël. Et moi aussi, j'ai pensé comme vous. Je me suis dit, dans le moment de chagrin, de solidarité collective avec mon pays, la France, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, tiens, peut-être enfin va-t-on comprendre, allons-nous comprendre, nous les Français, l'état de siège permanent, dans lequel l'état d'urgence permanent, l'état d'exception permanent où vit la démocratie israélienne, non pas depuis 6 mois, non pas depuis 6 ans, mais depuis 69 ans. Hein. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que je crois qu'il y a dans ces affaires-là des affects extraordinairement magnétiques et puissants qui éclipsent tout le reste, qui valent tout le reste, et la haine d'Israël, et là, c'en est un. La haine d'Israël, c'est pas une opinion, c'est pas que ce soit un délit, bien sûr que non, mais c'est pas une simple opinion, c'est pas quelque chose qui s'ajouterait, on n'est pas anti-impérialiste, démocrate, partisan de l'oligarchie, disciple de Polybe, version, je ne sais pas quoi, plus antisioniste. Non, l'antisionisme, c'est comme le conspirationnisme. La haine d'Israël, c'est comme le conspirationnisme. C'est une idéologie à part entière. C'est une métaphysique pleinement armaturée. Il y a tout ce qu'il faut dans l'antisionisme. Vous êtes antisioniste et vous avez à peu près, vous êtes équipé pour affronter la plupart des questions qui se posent à vous. Alors, un thème aussi puissant que celui-là, aussi solidement équipé, aussi utile aux communautés humaines, qui est presque un thème religieux, parce que ce que je décris là, quelque chose où il y a tout l'équipement, il y a tout ce qu'il faut, tout le manuel de survie pour affronter les tempêtes, pour affronter les cataclysmes, ça s'appelle une religion. Qu'est-ce que je veux dire? Que voulez-vous que fasse comment voulez-vous que réagisse l'adepte d'une religion face à une leçon de choses qui dit qu'en effet, les humains sont tous frères face à l'horreur des massacres terroristes, qu'ils se fassent à la voiture bélier ou qu'ils se fassent au couteau. Le fidèle de la grande religion planétaire de la haine d'Israël n'en a rien à foutre. Il perdurera dans sa piété, il persistera dans son égarement et il continuera de trouver probablement même ce qui est pervers dans le spectacle de cette égalité apparente et de cette prétendue solidarité des ébranlés, des arguments supplémentaires à sa passion et à son esprit. Angéline nous fasse le plaisir de conclusion, nous allons passer à la dernière question. Bonsoir. Elias Drell, des éclaireurs israéliques de France. Mais ici actuellement, Elias Drell plutôt en mon nom, puisque je suis étudiant en Cannes et j'ai une question sur Sartre que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit que le dernier Sartre était juif. Et en fait, j'ai un peu du mal à comprendre ce que trouve Sartre dans le judaïsme, comme vous l'avez exprimé. C'est une clarification. Il trouve dans le judaïsme la réponse à 3 ou 4 questions qu'il a passé sa vie à se poser. La question de l'histoire. Il a toujours compris, Sartre, que c'était bien de croire à l'histoire, mais que c'était sûrement un problème de croire que l'histoire pouvait se terminer, que ça pouvait sûrement mal finir, quand on croit que l'histoire avance tellement qu'elle peut se terminer. Il a trouvé dans le messianisme juif la formule
de cette histoire qui avance sans se terminer. Deuxièmement, Sartre a toujours eu la nostalgie, a toujours eu la passion de la singularité, la passion d'être un sujet, la passion d'être un individu, de n'être comptable que de lui-même, de fabriquer sa propre loi. C'est ce que j'appelais le côté stendhalien ou nietzschéen de ça, mais il a toujours eu, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, l'expérience du Stalag, du camp prisonnier, la nostalgie de la communauté. Comment être à la fois communautaire et singulier? Comment être fidèle à cette passion d'être cette aventure de subjectivation, et puis à l'aventure de la fraternité, à tort ou à raison, il a trouvé dans le judaïsme, dans la façon qu'ont les porteurs du non-juif d'être ensemble, une formule qui lui semblait remplir, honorer ce double réquisite. Troisièmement, la question de la morale. Ça, c'est un truc qu'on apprend dès la classe de philosophie. Sartre, il a fait des livres de philo, il a fait des livres politiques, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des romans. Il y a un livre qu'il a rêvé toute sa vie d'écrire, comme moi le répète, c'est une morale. Il n'a jamais écrit sa morale, il l'a annoncé tout le temps. Et il racontait toujours à ses amis que non, il avait toujours une urgence qui l'empêchait d'écrire sa morale. Ben à la fin de sa vie, il comprend. Il comprend que ce qui fait qu'il n'a pas pu écrire sa morale, c'est qu'il n'avait pas il ne disposait pas des concepts qui lui permettaient de penser des principes éthiques plus nobles que l'histoire. Il ne disposait pas des concepts qui lui permettant de penser qu'il pouvait y avoir une aspiration des hommes qui n'aille pas nécessairement qui ne marche pas au pas des vainqueurs, qui peut être défaite et qui peut avoir raison quand même, et qui s'appelle la morale. Et cette idée-là, d'une loi plus sainte que l'événement, d'une morale qui n'attend pas de l'histoire sa validation, il la trouve dans dit-il, je crois qu'il a raison, il la trouve chez Emmanuel Levinas, lecteur de Franz Rosenzweig, et dans sa métaphore, dans son image, chez Rosenzweig, du catholique errant et du juif arrêté, que vous connaissez. Donc voilà, l'histoire, la morale, la communauté, voilà au moins trois questions qui l'ont habité toute sa vie. Dans l'espace desquels il a tourné comme un lion en cage, une abeille dans un bocal, et qui d'un seul coup n'ont paru très clair. Et ce n'est pas un Sartre juif, mais c'est un Sartre curieux du judaïsme, lecteur des maîtres juifs auxquels il avait accès, et écrivant un dernier livre où il disait que la pensée d'Emmanuel Levinas lui semblait malheureusement périmer, être en train de périmer toute une part de sa pensée à Dieu. Philippe macroniste alors. Pourquoi macroniste? Macron. Ah oui, Macron, oui. Macron, c'est des places passées au prix de rigueur, hein, c'est pas autre chose. Mais qu'est-ce que ça pour les pensées de Macron? Il aurait sûrement été essayé par la jeunesse du personnage, mais il aurait été probablement très exigeant. C'est une question que j'aurais posée chaque matin au fond. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait penser de Macron? Voilà. Je vous laisse conclure. Moi, en tout cas, je pourrais conclure pour vous dire que je suis extrêmement heureux de cette rencontre. C'est vrai qu'on l'a beaucoup attendu par ma faute et que je suis vraiment heureux qu'on ait enfin peu de temps. Je suis vraiment heureux qu'Étienne Germain ait accepté de l'animer. Merci à vous. Voilà. Et vraiment, pour moi, c'est un moment heureux. En votre nom et en mon nom, dire aussi combien nous avons été heureux de cette
soirée. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci Germaine Bonnet de cette soirée. Je vous donne rendez-vous d'abord, bien sûr, pour le petit verre de l'amitié au fond de la salle, comme d'habitude, et vous donner un rendez-vous qui sera un rendez-vous un petit peu différent le mois prochain, puisque nous aurons une visite privée du musée d'art et d'histoire du judaïsme avec l'exposition Goscinny. Voilà.